Welcome back to the program. We are joined today by Rick Sanchez. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Rick Sanchez, l'animateur de The Sanchez Effect sur RT. Bienvenue dans l'émission. Vous avez une perspective unique et rare d'initier sur les médias, à la fois en Occident et en Russie, puisque vous avez travaillé pour des chaînes telles que CNN, MSNBC, Fox News et maintenant, bien sûr, RT. C'est une expérience très intéressante à notre époque, étant donné qu'une grande partie du conflit entre l'Occident et la Russie semble désormais se jouer sur le terrain de la bataille des récits. Et c'est bien regrettable, car sans compréhension mutuelle, nous nous retrouvons face à des problèmes profonds. Vous avez une bonne connaissance des deux camps, alors j'aimerais recueillir votre point de vue sur ces questions. Je pensais que nous pourrions commencer par ceci. Comment interprétez-vous ou évaluez-vous les différentes manières dont les médias occidentaux et russes présentent la guerre en Ukraine? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord commencer par définir ce qu'est le média américain, puisque les médias sont devenus, ici, dans ce qui était autrefois le système fermé de l'Union soviétique. C'est désormais un environnement beaucoup plus ouvert et expressif, où les gens de ce pays peuvent dire ce qu'ils pensent et où les membres des médias peuvent en faire autant, ce qui est vraiment surprenant pour quelqu'un comme moi. J'ai grandi dans un pays communiste. Je suis né à Cuba. On m'a toujours appris à craindre les soviétiques et leur système communiste avec leurs apparatchiks. Et si l'on insinuait ne serait-ce qu'un propos susceptible de contrarier quelqu'un du KGB, on finissait, vous savez, en Sibérie ou quelque chose du genre. Et c'est ainsi que beaucoup de gens aux États-Unis continuent de penser. Malheureusement, comme vous venez de le mentionner, j'ai l'avantage d'avoir travaillé dans les médias aux États-Unis. J'ai travaillé à CNN, Fox et NBC, et je peux vous dire ce que c'est que d'y travailler. Je vais simplement vous donner un exemple rapide pour que vous compreniez mieux à quel point le monde s'est complètement inversé. C'est totalement différent. J'étais celui qui avait une grande émission sur CNN. Elle était assez populaire. J'ai toujours essayé de défier le système, mais il est difficile de le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ainsi, ils ont quelqu'un à Washington, par exemple, qui est leur correspondant au Pentagone. Puis ils ont une autre personne qui est leur correspondant au département d'État. Et à tout moment de la journée, lorsque le Pentagone ou le département d'État décide qu'il veut interrompre les informations parce qu'il a quelque chose à dire au peuple américain, ils font littéralement sonner une cloche. Le correspondant du département d'État se place devant la caméra, on lui souffle une phrase et il dira « Nous venons de découvrir de nouveaux documents prouvant que un tel est une mauvaise personne. Vladimir Poutine, Xi, Modi ou qui vous voulez. » Et puis une demi-heure plus tard, ils reviennent et disent autre chose. Généralement quelque chose de flatteur à propos de l'un de nos alliés, par exemple. Cela devient donc un schéma prévisible, où je commence à voir ces gens, qui sont de bonnes personnes. Ce sont mes correspondants dans mon émission, et je les connais. Souvent j'ai déjà parlé avec eux, et je les ai invités à participer à l'émission. Mais leur travail aux États-Unis, n'est-ce pas? Vous regardez CNN ou la BBC ou Fox News, ils embauchent des gens dont le rôle est de dicter le récit qui sort du département d'État ou du Pentagone sans jamais le remettre en question. Et mon problème, c'est que moi, je le remettais en question, Glenn. Je disais souvent au correspondant, mais attendez, ça ne tient pas debout. Et soudain, j'entendais mon producteur dire, on doit conclure, il faut y aller. C'était comme... Eh bien, plus je faisais ça, vous savez, j'étais là quand on se préparait à partir en guerre en Irak, quand nous étions en Afghanistan, et beaucoup de choses se passaient et je n'arrêtais pas de me dire, ça n'a pas de sens. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de contrôler le récit de ma propre émission.
ce qui est la chose la plus importante qu'un journaliste doit pouvoir faire. Les gens dans le journalisme parlent sans cesse de ce qui est ou n'est pas une information biaisée. En réalité, il n'existe pas de nouvelles sans biais, car nous apportons tous nos propres biais avec nous, moi y compris, d'ailleurs. Mais ce que tu peux faire, c'est être juste, non? Tu peux essayer d'être juste envers l'histoire et envers les personnes dont tu parles. Et j'ai souvent essayé de le faire et je me suis retrouvé sur les fesses, comme on dit. J'ai été viré chaque fois que je remettais en question ce récit. Voilà en gros comment ça fonctionne. Ils embauchent des gens pour essentiellement mettre en œuvre les directives qui viennent de ces endroits. Et à quoi ça te fait-il penser? À quoi cela te fait-il penser quand des gens qui s'expriment contre cela, comme moi, finissent par se faire virer, par exemple? Vladimir Poutine, hier soir. Parce que nous fêtions ici à Moscou les 20 ans de la liberté d'expression en tant qu'entité de diffusion que nous connaissons tous sous le nom de RT, qui diffuse désormais mes émissions, comme tu l'as mentionné. Et ce qui était intéressant, c'est que M. Poutine est intervenu, et vous savez, en tant que président du pays, il a dit quelques mots aimables, il a évoqué son passé d'agent du KGB, ce qu'il avait également fait lorsque vous et moi étions à cette réunion à Sochi, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Il a dit que les médias américains étaient devenus, à bien des égards, ce que nous faisions à l'époque soviétique. Et puis il a ajouté, ils bloquent, ils arrêtent, ils interfèrent. Il a dit, quand nous faisions cela à l'époque, il n'a pas dit KGB, il a dit, vous savez, renseignement ou quelque chose comme ça. Mais nous savions tous de quoi il parlait. Il a dit qu'à l'époque, au moins nous essayions de travailler avec les gens et avec délicatesse, d'essayer peut-être de les convaincre ou de leur faire voir un autre point de vue. Dans ce cas, c'est très très différent. Et voici le dirigeant de ce que toi et moi avons connu comme le président de l'Union soviétique, parlant de l'importance de la vérité et de la liberté d'expression. Et à un moment donné, d'ailleurs, cela a à voir avec l'incident du Tomahawk dont toi et moi savons qu'il se déroule actuellement dans le monde. Il a aussi dit, la Russie possède aujourd'hui la meilleure arme intercontinentale du monde, et elle s'appelle la vérité. Je me suis dit que, quoi qu'il en soit, il fallait lui reconnaître ça, ou à celui qui a écrit cette phrase pour lui, parce que c'est une sacrée bonne réplique, et très opportune en plus. Oui, c'est étrange de voir comment les choses se sont inversées. Je me souviens qu'en 2017, à Davos, c'était Trump à l'époque, non? Il défendait l'idée qu'il fallait plus de protection. Et en face, la délégation chinoise vantait les vertus du libre-échange. Je me disais, c'est quand même le parti le plus communiste qui soit. Et puis, peu de temps après, voilà que maintenant à Moscou, la capitale de l'ancienne Union soviétique, on plaide pour la liberté d'expression. Bien sûr, on peut dire qu'il y a aussi des problèmes en Russie, mais cela soulève un point intéressant, ce qui s'effrite en Occident. Surtout, vu d'Europe, la question de la responsabilité est assez étrange. Je veux dire, tu étais aux États-Unis pendant l'époque du Russiagate. Pendant des années, nous avons eu ces gros titres qui étaient faux. Il n'y a eu aucune responsabilité. Aucune responsabilité pour l'affaire de l'ordinateur portable de Biden. Aucune pour les soi-disant primes offertes pour tuer des soldats américains en Afghanistan. Nous avons vu maintenant que ce vol Wonderland qui aurait été intercepté par les Russes était faux. Il n'y a aucune responsabilité. Et je suppose que pour moi, l'un des grands sujets, c'était Nord Stream, parce que nous étions en colère. Nous allions intensifier notre engagement en Ukraine en parlant d'un possible article 5 de l'OTAN. Cela avait été décrit comme une attaque de la Russie, un moment comparable à Pearl Harbor. Nous étions en colère. Et puis, une fois que nous avons découvert que finalement, ce n'étaient pas les Russes,
que ce n'était pas le scénario russe, comme on nous l'avait dit, pour faire exploser des gazoducs européens. Tout a disparu. Personne ne veut en parler. It disappeared. Nobody wants to talk about it. And whenever you have some notes coming Et chaque fois que des notes émanent de diplomates de l'UMR et Omar, c'est un peu comme « Eh bien, ne posez pas de questions si vous ne voulez pas connaître la réponse ». C'est ça la logique. Et les journalistes semblent tous se rallier à cette ligne, ce qui est assez extraordinaire. Je me demandais, comment évaluez-vous ce qui se passe à travers l'Europe? Parce qu'au moins pendant la guerre froide, nous avions la confiance de connaître les arguments des Russes. De nos jours, même si je présente des faits froids et incontestables, je reçois des réactions du type « Eh bien, c'est ce que Poutine veut que tu penses » ou « C'est un argument du Kremlin ». Alors on fait disparaître le problème en le qualifiant de pro-russe, quoi que cela puisse vouloir dire. Ils ne veulent pas analyser le concept. Ils se contentent de dire que c'est pro-russe et cela doit disparaître, cela doit être censuré. Je veux dire, c'est assez... Comment en arrive-t-on là? C'est, je suppose, tense pour repose. How do you end up here is, I guess, what I'm asking. Eh bien, tout d'abord, je suis un journaliste américain et j'ai décidé qu'après que Joe Biden et son administration ont rendu illégal pour moi d'exercer le journalisme aux États-Unis, parce que c'est littéralement ce qu'ils ont fait. Ils ont adopté une loi stipulant que toute personne ayant le moindre lien avec la Russie n'a pas le droit de pratiquer le journalisme aux États-Unis sous peine d'emprisonnement et d'amende. Oui, d'ailleurs, au cas où vous vous poseriez la question et que vous nous écoutez chez vous, les États-Unis d'Amérique ont décidé de rendre le journalisme illégal pour certaines personnes sous l'administration Biden. Et j'aime faire mon émission, et j'ai toujours eu un contrôle total sur mon récit. Dans mon émission, vous savez, Glenn pourra vous le dire car il la connaît probablement, tout comme n'importe quel invité qui est passé. Je n'ai aucune question écrite, rien ne m'est envoyé. J'écris mon propre texte, je dis ce que je veux dire, je prépare ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire aux États-Unis, mais que je peux faire ici. Et je pense que c'est un aspect important de cette histoire. Cela m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir faire, parce que voyez-vous, aux États-Unis, on ne couvre pas l'autre point de vue. On ne couvre pas, par exemple, quand M. Poutine, M. Xi ou M. Modi tiennent une conférence de presse et disent des choses intéressantes, ou peut-être pas si intéressantes, mais au moins c'est couvert. Et s'il dit quelque chose d'intéressant, si vous êtes un média respectable, vous le partagez avec votre public. Aujourd'hui, le président de la Russie a dit blablabla. Bla bla. Mais aux États-Unis, rien. Zéro. Monsieur Poutine pourrait prononcer le discours le plus profond et parfait du monde, ou d'ailleurs le pire et le plus dangereux. Il n'en parlerait pas. Ils ne vous disent même pas ce qui se passe. De temps en temps, ils prendront un petit extrait s'ils pensent pouvoir en faire une histoire pour un cycle d'actualité de 24 heures. Ou vous savez, ils peuvent la faire devenir virale ou quelque chose du genre, parce que, eh bien, vous savez, il s'est gratté le nez et a fait le signe du diable ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste, c'est ridicule. Et pendant que j'étais ici, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes auxquelles j'ai désormais accès, tout comme lorsque je suis allé couvrir le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple, avec M. Modi et M. Xi. Vous savez, j'ai le sentiment d'être dans une position unique en tant que journaliste américain, journaliste occidental, d'avoir au moins la possibilité de voir qui sont ces gens, que disent-ils, pourquoi le disent-ils, comment le disent-ils. Je trouve que les Russes, par exemple, sont très judicieux et presque trop efficaces, ennuyeux, au point qu'ils se contentent parfois de dire simplement « oui ». Hier encore, le chef de la sécurité russe est sorti et a déclaré
Nous avons désormais la preuve que le MI6 prévoyait de faire exploser Turkstream, un autre gazoduc appartenant à la Russie, et nous avons les preuves. Et maintenant, ils affirment aussi avoir des preuves que le MI6 était impliqué dans cette opération en toile d'araignée qui a détruit une grande partie de la flotte aérienne russe, dont certains appareils étaient même destinés à de futures opérations nucléaires. Il est venu faire cette déclaration, et il n'aurait pas pu être plus ennuyeux. Il a simplement fait comme ceci, tu vois, Glenn, et a lu « Nous avons découvert qu'à telle date, telle personne s'est rendue à tel endroit. » Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, sans adjectif, sans adverbe, tu vois, sans se vanter, juste d'une manière ennuyeuse. Il s'est simplement assis là et a lu toutes les informations sur ce qu'ils avaient découvert que le MI6 avait fait à l'intérieur de la Russie. Ce qui est fascinant quand on considère que j'ai des sources, et je suis sûr que toi aussi, qui m'ont dit que le MI6 était également responsable du pont de Crimée, du déraillement de train qui a eu lieu il y a environ 6 mois et demi, et de certaines opérations contre des généraux russes à Moscou lorsqu'ils étaient chez eux avec leur famille. C'est une affaire très grave, le genre de choses pour laquelle un pays moins mesuré attaquerait littéralement l'autre pays. Et en fait, la plupart des pays occidentaux ont fait ou feraient quelque chose de ce genre, et ils appelleraient cela une opération antiterroriste. Eh bien, cela a été annoncé il y a seulement 48 heures. Où est-ce? Où est le New York Times avec un titre disant que les Britanniques ont attaqué à l'intérieur de la Russie et détruit sa flotte nucléaire? Dans n'importe quelles autres circonstances, ce serait une histoire incroyable. Et pourtant, où est cette histoire dans The Guardian, la BBC et tous ces autres médias? Elle n'existe pas. Et encore une fois, cela nous ramène au point avec lequel nous avons commencé la conversation. Je sais que nous nous sommes un peu éloignés de l'Ukraine et nous pourrons y revenir, mais l'essence même de ce qui fait la vérité, c'est la capacité de comprendre et d'entendre des choses qu'une personne ordinaire avec un travail de 9 à 5 ne pourrait normalement pas percevoir, n'est-ce pas? On rentre chez soi, on allume les informations ou on lit son journal et on veut croire que ces gens nous disent ce qui est important pour nous. Pas qu'ils choisissent simplement ce qu'ils veulent nous donner en fonction de la manière dont ils veulent se mettre en valeur ou mettre leurs amis en valeur. Non, il faut simplement dire la foutue vérité et la laisser là où elle tombe. C'est ça le problème. Et j'ai constaté, oui, pour revenir au point que j'essayais de faire valoir, j'ai constaté que parce que je suis dans une position unique, je vois que bien sûr il se passe aussi des choses ici. Mais vous savez, il y aura toujours des biais de la part des responsables gouvernementaux, et il y aura des choses qu'il faut remettre en question. Il faut parfois s'arrêter et se dire « Attendez une minute, ça n'a pas de sens ». Mais au moins, on a le droit de le faire, et on a le droit de présenter des informations. Je parle du gouvernement américain, et je parle du gouvernement britannique, et je parle ici des gouvernements allemands et français. Mais aux États-Unis, on ne parle pas du gouvernement indien, ni du gouvernement de Xi, ni du gouvernement de Poutine. On n'en parle tout simplement pas. Si vous voulez voir quoi que ce soit sur Vladimir Poutine, il faut le voir dans des émissions humoristiques où on se moque de lui. Oui, eh bien, c'est une nouvelle assez explosive, surtout lorsqu'elle vient du chef de la sécurité russe, le FSB, qu'ils ont désormais des preuves que ce sont les Britanniques qui sont derrière toutes ces différentes attaques terroristes à travers la Russie. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la plus importante, que les Britanniques étaient directement impliqués dans l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Je veux dire, si vous attaquez la dissuasion nucléaire de la plus grande puissance nucléaire du monde, vous jouez avec l'avenir de toute la planète. Et ce n'est pas une nouveauté. Je veux dire,
Nous n'avons pas à accepter tout ce que disent les autorités russes comme preuve. Mais examinons l'argument. C'est ce dont ils accusent. Où sont les preuves? Sommes-nous d'accord avec cela? Quelle est la contre-réponse des autorités britanniques? Mais encore une fois, faire comme si cela n'avait jamais été dit. Je veux dire, c'est assez choquant. On a souvent l'impression qu'une grande partie de la censure et des annulations repose sur l'idée que si l'on présente la perspective russe, alors on légitime ou on prend leur parti. Mais c'est tellement... Eh bien, tout d'abord, il faut savoir ce que l'autre camp avance si l'on veut atténuer les conflits. Mais aussi, dans une perspective plus large, si l'on prend un peu de recul et qu'on s'éloigne de toute cette propagande de guerre, selon laquelle, vous savez, les Russes voudraient restaurer l'Union soviétique, qu'ils pourraient marcher sur Paris, toutes ces absurdités. Si l'on abandonne cela et qu'on prend du recul, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de prendre un camp ou l'autre. C'est toute l'idée que cette guerre, ce conflit, semble tout à fait inutile. Je veux dire, il était très difficile de vivre à côté de l'Union soviétique à cause des différences idéologiques. Mais avec la Russie, en quoi sont-ils si différents aujourd'hui? Je veux dire, si Poutine n'est pas un Hitler cherchant à envahir toute l'Europe, à quel point serait-il difficile d'harmoniser nos intérêts stratégiques et nos visions de la manière dont l'Europe devrait être organisée? Je veux dire, le fait que nous soyons maintenant prêts à attaquer une puissance dotée de la dissuasion nucléaire au lieu de chercher la voie diplomatique ou d'harmoniser nos intérêts montre à quel point la propagande est allée loin et à quel point il y a de la peur que nous soyons perçus comme prenant le parti des Russes. Et cela va à l'encontre des faits. Je veux dire, je suis désolé, mais si vous remontez de 1991 à aujourd'hui, les Russes, quoi que vous pensiez d'eux, que vous les détestiez pour ce qu'ils ont fait durant l'ère soviétique, ils aiment tous Poutine, peu importe. Les Russes n'ont rien fait depuis les années 1990 qui puisse être considéré comme une menace pour l'Occident. En réalité, n'importe qui, que ce soit le professeur Jeffrey Sachs, John Mearsheimer ou tout véritable étudiant de cette relation russo-américaine et anglo-saxonne, vous le montrera, le documentera, et vous pouvez même le vérifier vous-même avec une simple recherche sur Google. Ils se sont pliés en quatre pour amadouer l'Occident. Ils se sont vraiment pliés en quatre. Nous voulons être comme vous. Nous voulons vous suivre. Nous voulons vous rejoindre. Nous voulons faire partie de l'OTAN. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Que faut-il faire? Combien ça coûte-t-il? Où achète-t-on un billet? Nous avons tout fait pour essayer de cajoler l'Occident, et l'Occident leur a constamment donné des coups de pied dans les dents, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on en arrive finalement à l'Ukraine. Et c'est là que la ligne rouge a été tracée. Et, vous savez, le président Poutine a finalement dit « ça suffit ». Enfin voyons, à quel point pensez-vous que nous sommes stupides? Nous venons sans cesse vers vous, en vous tendant la main, et vous continuez à cracher dessus. Nous en avons assez que vous crachiez sur notre main, et nous n'allons plus l'accepter. Et c'est vraiment cette provocation qui a tout déclenché. Et cela a si peu à voir avec l'Ukraine à bien des égards, et tellement plus avec l'Occident. C'est pourquoi cette rencontre en Hongrie entre M. Trump et M. Poutine est si importante. Parce que M. Trump, en qui j'ai confiance, et mes sources me le confirment, les Américains y sont presque. Je dois prendre conscience de ce que je viens de dire et de la profondeur de cette idée. Il ne s'agit pas de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit de la Russie contre les États-Unis d'Amérique, car c'est bien de cela qu'il est question lorsque nous observons ces deux camps qui sont en réalité en conflit, voire en guerre. Tu sais, au-delà même de la discussion sur les Tomahawks, qui est évidemment insensée,
Je pense que la perspective russe est la suivante. Écoutez, non. Vous leur donnez des Tomahawks, très bien. Cela ne changera pas le cours de la guerre, mais cela changera le cours des relations entre les États-Unis et la Russie. Cela pourrait être une ligne rouge pour nous. Cela nous montre ce que vous pensez de nous. Parce que si vous autorisez l'utilisation de Tomahawk avec une portée de 1000 à 1500 miles depuis l'Ukraine, cela signifie que vous êtes prêt à frapper Moscou. Cela signifie que vous êtes prêt à frapper Saint-Pétersbourg, Kazan, Sochi et d'autres villes russes, car elles se trouvent dans cette portée. Et cela, c'est aller beaucoup trop loin. Mais pour revenir à mon point le plus important, il serait vraiment dans l'intérêt de M. Trump. Et je pense que nous en sommes proches, que cela pourrait bien arriver. Et je rends grâce à Dieu que la Hongrie soit un bien meilleur endroit pour cette conversation que l'Alaska, où les journalistes américains, qui, comme toi et moi, en plaisantions la dernière fois que nous nous sommes vus, pensent que la multipolarité est un film de Steven Spielberg à venir. Ils sont tellement stupides et rigides en Occident. Tout ce qu'ils ont fait en Alaska, c'est remettre en question le droit de M. Poutine d'être sur le sol américain. C'est le président de la Russie, pas celui d'un petit pays perdu quelque part. Ce que je pense que M. Trump doit faire à un moment donné, c'est en arriver au point où il fait comprendre à ses conseillers et au monde entier, mon objectif ici, ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine est éleviste en émergement de tout cela et le reparti des retournées de cette conversation. Ce que je dois faire en tant que président des États-Unis, ce que nous devons faire en tant que pays, c'est rétablir une relation avec la Russie. Donc soit dès aujourd'hui, soit dans les prochains mois, je commencerai à lever les sanctions contre la Russie. Et en faisant cela, en établissant cette relation, ce que vous dites essentiellement au monde, c'est « Voilà comment je vais mettre fin à l'Ukraine ». On ne peut pas aller là-bas et dire « Nous allons mettre fin à cette guerre » tout en agissant comme des médiateurs assis en arrière-plan ou sur la clôture, regardant deux camps se battre. Non, vous en faites partie. Vous êtes en guerre avec eux. Et tant que vous continuerez à punir la Russie, à punir la Russie, à punir la Russie, vous faites partie du combat de l'Ukraine contre la Russie. Vous devez donc montrer une sorte de signe indiquant que vous êtes prêt à revenir sur certains de ces points. Et dès que vous établissez une relation, elle n'a pas besoin d'être comme celle que vous aviez avec Bibi Netanyahou et les Israéliens, mais au moins une forme de relation qui montre que nous sommes disposés à poursuivre un rapprochement avec la Russie. Dès que ce signal sera envoyé, je pense que cela commencera à apaiser la situation en Ukraine. Et cela doit se produire. Les Russes le souhaitent, car ils sont bien plus intéressés par un rapprochement avec Washington que par la satisfaction des exigences de M. Zelensky pour un kilomètre de terre ici, un kilomètre de terre là, ou toute autre position ridicule ou absurde qu'il adopte, en ignorant toujours d'ailleurs tout ce que les Russes ont pu mettre sur la table à ce sujet. Je pense que c'est la partie la plus importante de tout cela. Et la seule raison pour laquelle je suis confiant, enfin pas juste un peu confiant, mais vraiment confiant, c'est que mes sources me disent que c'est ce que l'administration Trump veut désormais faire. Après Gaza, c'est là-dessus qu'ils vont s'acharner. Ce sera leur os, et ils seront le chien, n'est-ce pas? Et Trump sera comme un chien avec un os pour mener cela à bien. Je pense qu'ils comprennent qu'il est important de faire la première partie avant de passer à la suivante. Et je pense vraiment que la Hongrie est un meilleur lieu. Je trouve qu'Orban prépare bien le terrain pour cette discussion. C'est un pays vraiment neutre et amical. L'Alaska ne l'était pas. L'Alaska était un endroit peu accueillant. Je sais que ce n'est pas un pays, mais vous voyez ce que je veux dire. Det var inte en brace d'hours de rencontre directrice. It was an unfriendly place for these two people to meet. Yeah, I'm very
Oui, je suis fermement convaincu que, comme vous le suggérez, nous devons réduire ou maîtriser la propagande de guerre chez nous si nous voulons qu'il soit possible de réellement instaurer la paix. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec Jack Matlock, qui était bien sûr l'ambassadeur de Reagan auprès de l'Union soviétique. Et il disait quelque chose de similaire. Lorsque lui et Reagan voulaient négocier la fin de la guerre froide, l'un des plus grands obstacles venait de Washington. La haine envers les Soviétiques, y compris les Russes, était si intense que toute négociation de paix aurait été perçue presque comme une forme d'apaisement. Oui, un peu comme le langage qu'on entend aujourd'hui. Il faisait donc remarquer qu'ils avaient d'abord dû convaincre les faucons de guerre chez eux de la nécessité de négocier avant de pouvoir s'asseoir avec M. Gorbatchev et discuter d'une fin au conflit. Mais je pense que les récits de propagande de guerre à l'intérieur du pays constituent un énorme obstacle à la prévention d'un échange nucléaire. Oui, et c'est dans la psyché du président. Tu sais comment je sais que c'est dans la psyché du président. Et toi aussi tu le sais. Tous ceux qui ont regardé sa conférence de presse avec Poutine en Alaska le savent. Souviens-toi, Glenn, quand Poutine a dit à Trump « Peut-être, Monsieur le Président, la prochaine fois nous ferons cela à Moscou. » Et soudain, tu as vu ça. Le visage du président Trump a presque changé de couleur. Il a regardé autour de lui, presque effrayé et incertain. Et il a dit « Eh bien, je ne sais pas. Je pourrais avoir des ennuis pour ça. » Et je me disais, tu es le président des États-Unis, et tu envoies au monde le message que tu pourrais avoir des ennuis, comme si tu étais un écolier et que ton professeur risquait de te taper sur la main pour avoir eu de mauvaises pensées ou quelque chose comme ça. Tu vois bien de quoi tu viens de parler, non? C'était dans sa psyché, en tant qu'Américain, en tant que type qui a grandi pendant la guerre froide. Je veux dire, il n'est plus tout jeune, évidemment. Dès que le président l'a invité à Moscou, il a eu l'air effrayé. Au lieu de dire, « Eh bien, bien sûr, tu es venu dans mon pays, peut-être que je viendrai dans le tien, et on verra si on peut arranger les choses. » C'est ce qu'un homme dirait. C'est ce qu'un leader dirait. C'est ce qu'un ami dirait. Ou du moins quelqu'un d'assez décent pour parler à un ennemi qui tend une branche d'olivier. Au lieu de ça, il a paniqué. On aurait dit qu'il venait de voir un fantôme ou quelque chose comme ça. Et ce moment-là était tellement important, je trouve. Je me souviens que c'était l'un de ces instants où, en tant que journaliste, j'ai commencé à tout noter et à souligner. Genre, bon sang, ça en disait long. Plus que n'importe quel discours n'aurait pu me le dire, en tout cas. Je voulais vous interroger sur l'un des récits clés que vous avez déjà évoqué. L'idée que, si nous voulons résoudre cette guerre, nous devons reconnaître, comme vous l'avez dit, qu'elle oppose principalement les États-Unis et la Russie, menée bien sûr en Ukraine comme guerre par procuration. Mais nous avons déjà entendu des personnalités comme Marco Rubio, Boris Johnson et Leon Panetta dire ouvertement « Oui, c'est une guerre par procuration ». Je sais que vous connaissez Marco Rubio, et même Donald Trump a à plusieurs reprises qualifié la guerre de conséquence de l'expansion de l'OTAN. Nous savons donc tous qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Pourtant, les mêmes personnes qui la définissent ainsi ne voient la solution que dans un accord entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est là que d'un côté, Trump a déclaré que cette guerre était celle de Biden, mais aussi qu'il se posait en médiateur pour y mettre fin. Mais à un moment donné, il faut peut-être cesser de rester en retrait dans ce rôle de médiateur et réellement aborder les questions entre les États-Unis et la Russie. Parce que j'ai vu Trump, il a tweeté, ou sur Truth Social, ou quel que soit le terme qu'on veuille employer, dire « Vous savez, je veux simplement la paix. Il est temps d'en finir. La Russie et l'Ukraine devraient toutes deux revendiquer la victoire. » Et encore une fois, il se présente comme médiateur, mais sans jamais évoquer « D'accord, nous sommes prêts à retirer l'expansion de l'OTAN de la table, ce qui est pourtant la base même de toute cette guerre. »
Nous avons donc établi qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Comment en est-on arrivé à ce récit, adopté par les élites politiques et médiatiques, selon lequel la seule solution possible serait un accord entre la Russie et l'Ukraine? Parce que mettre fin à l'expansion de l'OTAN n'a pas à reposer sur les épaules des Ukrainiens. Ce serait très difficile pour M. Zelensky à accepter, étant donné qu'il a déjà certains problèmes au sein de son propre gouvernement. Mais cela relève du contrôle des États-Unis. Je veux dire, beaucoup des choses dont nous parlons ici sont des questions sur lesquelles les États-Unis et la Russie pourraient s'entendre entre eux. Comment en est-on arrivé à ce consensus total selon lequel le rôle de Trump se résume à amener les Russes et les Ukrainiens à un accord? Parce que nous avons déjà admis, Marco Rubio, Boris Johnson, Leon Panetta, Trump, ils reconnaissent tous qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Alors comment expliquez-vous cela? Yeah. So how do you explain this? It's not just a proxy war. Here's the Ce n'est pas seulement une guerre par procuration. given to Trump. Voici loi aux œufs d'or qu'on a donnée à Trump. Ce n'est pas une guerre par procuration, c'est une guerre Obama-Biden. Donc, cette affaire lui a été servie sur un plateau d'argent. Tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer à dire ce qu'il a commencé à dire il y a longtemps, à savoir, ce n'est pas ma guerre, cela ne serait pas arrivé sous mon administration. Je n'ai pas fait ça, et ceux qui l'ont fait ont été insensés. Ils se sont laissés mener par le bout du nez par de mauvais acteurs qui cherchaient seulement à gagner de l'argent. Ils ont provoqué la Russie dans cette situation, et c'est ce qui a créé la guerre. Et je vais y mettre fin. N'est-ce pas? Il a donc l'occasion d'utiliser un argument très solide pour convaincre le peuple américain depuis sa tribune présidentielle. Et à un moment donné, il en était là. Et tout le monde s'est dit, « Ah, je vois où ça mène. » And everybody thought, oh, I see where this is going. Going to blame it on Biden, blame it on Obama, rightfully so. Il va en rejeter la faute sur Biden, sur Obama, But then something à juste titre. happened. Puis il va prendre ses distances. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Et tu as raison, je veux dire, je connais Marco et je l'ai suivi pendant la majeure partie de ma vie. Nous avons grandi à Miami, deux Américains d'origine cubaine, et Marco a toujours été fermement du côté des néoconservateurs, et il l'est encore sur certains sujets, comme avec son ami Myriam Adelson et Bibi Netanyahou. Mais en ce qui concerne la Russie, j'ai vu Marco évoluer, et son discours a vraiment changé. Il met les Européens au défi, et dit des choses comme celles que tu viens de mentionner, qu'il aurait effectivement pu dire. Donc on pourrait penser que, si Marco dit cela, et qu'il parle au nom des néoconservateurs, de ceux qui gagnent de l'argent grâce aux guerres, des gens du complexe militaro-industriel, des fabricants d'armes, et ainsi de suite. On pourrait croire que la situation pourrait vraiment basculer dans cette direction. You would think then that this thing could really shift in that direction, but somewhere along the line, Mais à un moment donné, et je ne sais pas quand ni comment, les pouvoirs de l'État administratif qui existent à l'intérieur de mon pays, les États-Unis d'Amérique que nous connaissons désormais trop bien, ont d'une manière ou d'une autre réussi à renverser ce récit et à reprendre le contrôle de la mission de M. Trump en Ukraine. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, ni comment ils l'ont atteint. Je veux dire, vous parlez à McGregor et à certaines de ces personnes qui sont plus proches du dossier que moi, mais ils ont clairement réussi à effrayer Trump au point de le faire revenir, en partie ou en totalité, à ce récit selon lequel sa mission en tant que président des États-Unis serait d'une manière ou d'une autre de vaincre la Russie, de changer le gouvernement russe et de destituer Vladimir Poutine pour une raison ou une autre. Ce n'est pas qu'il l'ait jamais exprimé de la manière dont Biden l'a fait. Trump n'a jamais prononcé ces mots, donc je ne veux pas lui en prêter. Je le prends au mot quand il dit qu'au fond, il veut vraiment le faire, mais il ne le fait pas avec la même ferveur, la même passion, le même langage qu'il utilisait au départ, ce qui m'inquiète. Mes sources me disent que maintenant que Gaza est terminé, Trump reviendra à ce mode-là. Et c'est l'une des choses que toi et moi, ainsi que d'autres qui suivent cette affaire,
observeront lorsqu'ils se rencontreront à Budapest. J'espère que M. Trump retrouvera le terrain qu'il avait autrefois conquis et qu'il a ensuite, d'une manière ou d'une autre, perdu, comme tu viens de si bien le dire. Oui, parce que le discours récent a été « Nous avons besoin de plus de missiles, de plus d'escalade pour forcer Poutine à venir à la table des négociations. » Mais je pensais qu'il y était déjà à cette table. Encore une fois, ils se rencontrent à Budapest et il n'est pas nécessaire de menacer les Russes pour les amener à négocier. Ils ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais fermé la porte. Ce sont les Européens qui, depuis 3 ans et demi, n'ont pas voulu décrocher le téléphone pour appeler Moscou. Donc ce langage me déroute. Je veux dire, si ce qu'ils veulent dire, c'est « nous voulons que Poutine accepte un accord, qu'il se rapproche », cela reste absent des médias. Qu'attendent-ils exactement de la Russie? S'attendent-ils à ce qu'elle déplace la ligne rouge? Ils exigent un règlement politique qui signifierait la fin de l'expansion de l'OTAN. J'ai l'impression qu'ils ne communiquent qu'à travers des récits très creux, et nous ne recevons vraiment aucune information au-delà des slogans. C'est toujours « nous devons forcer la Russie à négocier ». Mais pourquoi? Ils sont déjà là. Qu'exigeons-nous exactement? Quelles sont nos lignes rouges par rapport aux leurs? Où pouvons-nous bouger? Je ne vois aucune véritable discussion à ce sujet. C'est assez frustrant. Eh bien, il y a eu récemment de nouveaux développements qui jouent en faveur de M. Poutine à l'approche de ces négociations. L'un d'eux concerne les 1,3 million de dollars que Boris Johnson aurait reçus, selon un article du Guardian très bien rédigé et documenté, essentiellement pour s'assurer que Zelensky et le gouvernement ukrainien ne signent pas un accord de paix avec la Russie en avril 2022. C'est énorme. C'est en quelque sorte la clé de l'affaire. C'est comme si les Russes arrivaient aux négociations en disant « Nous étions prêts à arrêter et un dirigeant occidental a été envoyé dans notre pays, payer un pot de vin pour s'assurer que la guerre continue, afin que son client, celui qui l'a payé, selon le rapport, puisse gagner de l'argent en vendant des drones aux Ukrainiens. » C'est un rapport stupéfiant qui mérite d'être creusé. Si j'étais en train de négocier, j'insisterais là-dessus, sans relâche. Je présenterai également ces nouvelles informations sur ce que le MI6 a fait. Ensuite, je dirais très clairement, bon, nous sommes en train de gagner. Nous gagnons. Nous sommes bien au-delà de nos propres attentes. Et nous le faisons d'une manière qui nous permet de continuer à progresser. Nous sommes prêts à nous arrêter ici et maintenant, et à tracer la ligne là où elle est. Mais si nous ne pouvons pas obtenir autre chose que le mot « cessez-le-feu », qui pour nous ne veut rien dire, parce que c'est comme si le camp perdant demandait une pause au dernier quart-temps alors que le camp gagnant mène de 25 points, pourquoi vous laisserais-je arrêter et reposer vos joueurs? Nous faisons peut-être entrer de nouveaux joueurs. Non. Soit nous trouvons un accord qui nous apporte quelque chose, soit nous continuons. Et si nous continuons, ce sera au-delà de Zaporijjia, au-delà du Donbass et au-delà de la Crimée. Nous envisageons maintenant peut-être Odessa. Il est donc dans votre intérêt de négocier quelque chose qui compte pour nous. Et ce que nous voulons vraiment le plus n'a même pas directement à voir avec l'Ukraine. Il s'agit pour nous d'être acceptés comme une nation, comme un membre de la communauté des nations. Nous aimerions que certaines des mesures punitives prises contre nous soient levées et être traitées avec le respect que nous estimons mérité. Si vous pouvez faire cela, cette affaire pourrait être réglée dès demain. C'est ça l'argument. Je veux dire, je ne suis pas le type le plus intelligent du monde, mais vu d'ici, je pense que c'est tout ce que les Russes ont à faire. Et je pense qu'ils sont en bonne position pour le faire. Et je pense que les Américains, mon gouvernement, je pense qu'ils commencent à comprendre cela et peut-être à essayer de le réaliser, Glenn.
trying to make that happen, Glenn. I guess if you want to see how a conflict develops, Je suppose que si l'on veut comprendre comment un conflit se développe, il peut souvent être utile d'observer comment le récit médiatique évolue. Pendant plus de 3 ans, le discours dominant affirmait toujours qu'il s'agissait d'une guerre non provoquée, que les Ukrainiens étaient en train de gagner et que les Russes subissaient beaucoup plus de pertes. Tous ces récits, aussi manifestement biaisés qu'ils aient pu être, poursuivaient le même objectif: maintenir le soutien du public à la poursuite de la guerre. Ce à quoi on peut s'attendre, cependant, c'est que lorsque tout commence à se détériorer, on voit apparaître dans les médias certains signes indiquant que le récit est en train de changer. Ainsi, lorsque des personnalités comme Angela Merkel déclarent « Eh bien, la Pologne et les États baltes doivent assumer une part de responsabilité dans cette guerre. Ce sont eux qui ont bloqué la diplomatie avec les Russes en 2021. » Eh bien, c'est ce que disaient les Russes, et c'est ce que nous avions nié. Et maintenant, on observe quelques évolutions dans le récit. Cela donne donc un peu d'espoir qu'il existe des forces politiques prêtes à mettre fin à cette guerre horrible. Et la seule raison pour laquelle je pense qu'il s'éloigne de ce récit, d'ailleurs, si vous faites référence à la BBC et à CNN, c'est qu'ils sont désormais contraints de présenter la vérité. Et la vérité, c'est que les Russes avancent effectivement dans les territoires, et non qu'ils les perdent. Ils le font de manière très judicieuse. Vous remarquez ce qu'ils font? Ils contournent la plupart des villes, chaque ville, y compris la zone de Pokrovsk, qu'ils ont décidé de ne pas attaquer de front. Ils la contournent de plusieurs façons pour protéger les habitants de ces villes. Donc, vous savez, en ce qui concerne l'évitement des pertes civiles, parmi toutes les guerres que j'ai vues ces dernières années, y compris l'Afghanistan, l'Irak, et bien sûr Gaza, si l'on veut appeler ça une guerre, c'est celle où le rapport entre les pertes civiles et les pertes combattantes est complètement inversé. Je veux dire, d'après les dernières informations que j'ai consultées, il y aurait peut-être entre 13 000 et 15 000 civils morts dans ce conflit, ce qui est horrible. Une seule victime, c'est déjà trop évidemment, mais c'est un nombre relativement faible comparé à ce que nous pensons s'être produit en Irak, plus de 500 000 selon certaines estimations, et à ce que nous savons s'être récemment passé à Gaza par exemple. On pourrait en fait soutenir que les Russes avancent avec beaucoup de diligence et qu'ils le font tout en essayant de minimiser les pertes civiles. C'est une histoire intéressante qui peut être documentée par des analystes militaires examinant réellement les informations sur le terrain. Mais, pour une raison quelconque, ils choisissent de ne pas en parler. Au moins, maintenant, ils rapportent enfin que les Russes progressent et que l'armée ukrainienne est vraiment en mauvaise posture, dans une situation difficile. La seule raison pour laquelle ils le font, c'est que toute autre version serait risible. S'ils ne le rapportaient pas, ils perdraient complètement leur crédibilité, car à ce stade, ce serait fini pour eux. Je me souviens que Tucker m'a dit, alors que nous discutions hier de certaines choses, qu'il avait été renvoyé de Fox News lorsqu'il avait commencé à remettre en question l'idée que l'Ukraine était réellement en train de gagner la guerre. Il a expliqué qu'en invitant McGregor, il avait franchi une ligne rouge. Nous parlions du fait que j'avais été licencié des médias d'entreprise, tout comme lui, essentiellement pour avoir remis en cause certains de leurs récits. Il a ajouté que c'était amusant car la dernière fois que McGregor était passé sur Fox News, c'était dans son émission, et qu'à partir du moment où Tucker a été renvoyé, McGregor n'a plus jamais été invité. Il ne savait donc pas vraiment s'il le renvoyait lui ou s'il renvoyait McGregor. C'est un peu comme ça qu'il garde le contrôle, en revenant toujours au point de départ. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un plaisir de vous revoir.
Oui, j'espère que c'est la phase finale de la guerre. Merci, je t'en suis reconnaissant, Glenn. C'est toujours un plaisir de parler, et je pense que tu fais un travail remarquable. J'apprécie ton podcast, tes réflexions et ton amitié. Merci, mon ami. Merci. Thanks.